Nous allons voyager maintenant sur une compagnie aérienne qui se veut l'incarnation d'un certain chic à la française, Air France. Vous l'avez peut-être remarqué, à quelques semaines des vacances, on peut acheter des billets à des prix très différents. Cela peut même aller du simple au double, que l'on choisisse Air France ou Transavia, sa filiale low cost. Alors pourquoi une compagnie se concurrence-t-elle elle-même ? Et quel est son avenir entre le développement du low cost d'un côté et de l'autre le grand luxe proposé par d'autres compagnies ? Nous embarquons avec Guillaume Cahour qui rejoindra ensuite Françoise en plateau. Ce bruit, c'est un peu le signal du départ. Une fois par mois, Meredith s'évade de son studio parisien et parcourt l'Europe le temps d'un week-end. Demain, elle s'envole vers Madrid. À 26 ans, son tableau de chasse est déjà conséquent. Alors c'est une carte à gratter. À chaque fois qu'une destination est accomplie, on gratte le pays dans lequel on est allé. Donc la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni, notamment en Écosse, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Corse, même la Turquie aussi. Et puis tout ce qui est pays de l'Est. Autant de destinations, autant de bonnes affaires. Avant d'acheter son billet d'avion, Meredith compare les prix de toutes les compagnies. Et comme souvent, Air France est parmi les plus chers. Alors, si j'avais pris mes billets avec Air France, mon aller-retour Paris-Madrid m'aurait coûté 305 € pour une personne. 305 € l'aller-retour Paris-Madrid, ce n'est pas dans le budget de Meredith. Elle ne voyage qu'avec des compagnies low cost. Alors, si je prenais mon billet de maintenant avec Transavia, ça me coûte 160 €. Donc, 2 fois moins cher qu'avec Air France. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus aucun intérêt à prendre Air France, à part si j'ai envie d'avoir soit le Figaro, les Échos et la Croix avant de monter dans l'avion et un petit tanka gratuit. Quel est l'intérêt ? Transavia, une concurrente frontale d'Air France. Le plus surprenant, cette nouvelle venue dans le low cost est en fait une filiale de la compagnie tricolore. Grâce à elle, Meredith, comme des millions de voyageurs, a pu profiter d'un séjour à un prix très raisonnable. Mais pourquoi Air France s'est-elle elle-même créée une rivale ? En réalité, a-t-elle vraiment le choix ? En Europe, les clients raffolent du low cost. EasyJet, Ryanair, Vueling et les autres ne cessent de progresser. Désormais, elle rafle 40% du marché. Alors, Transavia réussira-t-elle à rattraper ses concurrentes ? Comment parvient-elle à diviser par 2 les prix de sa maison mère ? Et peut-elle aider financièrement Air France à sortir des turbulences ? Nous allons embarquer dans un avion Transavia pour comprendre comment un billet peut être 2 fois moins cher que sur Air France. Je vais briefer les PNC. Il est 5h30 du matin, au siège de la compagnie low cost, à Orly. Le commandant de bord, Simon Leblanc, réunit son équipage. Monsieur, bonjour. Très bien. Dans 1 heure, ils décolleront vers le Portugal. On fera un petit briefing météo au fur et à mesure de l'avancement de la journée. À Porto, pour l'instant, il fait beau, température fraîche, vous connaissez. C'est parti. Allez. Toute la journée, pilotes, hôtesses et stewards vont courir après le temps. Monsieur, bonjour. Avec une obligation, Rangée 14 sur votre droite. respecter un planning ultra minuté. Ils ne vont pas faire un seul voyage, ils décolleront 4 fois dans la journée. Aujourd'hui, on part sur 4 étapes. Donc on part en fait dès le matin avec les 4 dossiers de vol. Donc là, en fait, il y a un dossier de vol complet par étape. Ça, c'est l'étape 1, Orly-Porto. Le deuxième, Porto-Orly, c'est mon collègue qui est en train de préparer le retour. Et ensuite, donc, vous avez les étapes 3 et 4. Orly-Venise, ce sera notre 3e étape. Et la 4e, Venise-Orly. Un rythme soutenu. Voilà donc la première recette de Transavia. Ici, les pilotes travaillent 700 heures par an. 15% de plus que chez Air France, où la moyenne est de 600 heures. Travailler plus et surtout avec moins de salariés. En cabine, sur Transavia, nous allons compter 4 hôtesses et stewards, un de moins que dans les avions d'Air France pour la même destination. Une organisation qui permet à la compagnie de réduire ses coûts.
Et c'est particulièrement le cas lors des escales. Après 2 heures de vol, nous arrivons à Porto. Jimmy Tonnet est un peu pressé. Il n'a que 35 minutes avant que l'avion ne redécolle vers Paris. Pendant cette grosse demi-heure, c'est lui, le chef de cabine, qui doit nettoyer l'avion. D'accord, je fais le droit alors. Sur Transavia, les hôtesses et les stewards font eux-mêmes le ménage. Chez Air France, une équipe dédiée est payée pour cela. C'est possible de faire monter les passagers par les 2 portes? Oui, nous avons déjà fait 2 groupes. Merci. Au sol, nous découvrons la plus grosse économie faite par la compagnie. Quand vous êtes à Porto, est-ce que vous rencontrez des gens qui sont de Transavia et qui travaillent à Porto? On a uniquement des prestataires spécialisés là-dessus, mais des gens de Transavia, du personnel de Transavia à Porto, on n'en a pas, non. Ni à Porto, ni ailleurs. Transavia n'emploie aucun personnel dans les aéroports. Tout est sous-traité. À la différence d'Air France, où il y a au moins 15 salariés de la compagnie dans chaque escale, parfois beaucoup plus. Nous sommes bien loin des standards d'Air France. Transavia adopte le modèle low cost pour répondre à ce qui est devenu la priorité des clients. Voyager au prix le plus bas. Quelle boisson fraîche, monsieur? Vous avez l'eau pétillante? Oui, de la Valois. Quitte à payer pour quelques services en plus. J'ai pris un menu à 10 €, c'est ça? 9 euros. 9 €. Vous êtes étonné de payer votre repas dans un avion? Non, pas du tout, je savais que c'était la règle du jeu chez Transavia, chez low cost. Compte tenu du prix du billet, ça ne me choque pas. Et c'est en embarquant pour l'Irlande que nous allons comprendre que les touristes ne sont plus la seule clientèle du low cost. Nous atterrissons ce soir-là à Dublin avec Hervé Cozard qui part à la conquête du pays. Hello. Hello. Bonjour, très heureuse de vous accueillir. Une voiture vous attend. Ici, c'est Ryanair, le leader européen du low cost, qui règne en maître. Hop. La mission du directeur commercial de Transavia, ouvrir une nouvelle liaison Paris-Dublin. Et ceux qu'il veut séduire, ce sont ces 200 patrons qui font des affaires entre la France et l'Irlande. Ils sont réunis pour une réception. Là, le Premier ministre lui-même, Enda Kenny, lui déroule le tapis rouge. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Cozard, le directeur commercial de Transavia France, qui est venu nous annoncer l'ouverture de cette nouvelle ligne. Où êtes-vous, Hervé? Ah, vous êtes là. Vous êtes vraiment le bienvenu. Thank you. Dublin est une destination stratégique pour Transavia. Ses chefs d'entreprise et leurs salariés voyagent plusieurs fois par an entre l'Irlande et la France. Bonsoir monsieur, très enchanté. Tenez, je vous donne ma carte. Pour Clem Garvey, qui emploie des centaines de personnes dans les 2 pays, l'avion low cost est maintenant une évidence. Il en est même devenu un fin connaisseur. Je fais une centaine de vols par an et je fais toutes les lignes selon les coûts du billet. Moi, je fais EasyJet, je fais du Ryanair, je fais du Aer Lingus, je fais CityJet, je fais le billet le moins cher et qui s'arrange bien avec mon agenda. Donc, faire du low cost, pour moi, ça s'impose. C'est-à-dire que voyager avec du low cost, pour vous, c'est pas dégradant pour votre... C'est un devoir, si vous êtes dans une entreprise cotée en bourse, où vous avez un devoir de rendre un retour sur l'investissement de vos actionnaires, vous devez chercher le retour, ce qui marche mieux pour vous et ce qui vous coûte votre entreprise le moins cher. Pour Hervé Cozard, Dublin est donc une destination pleine de promesses. La compagnie a ouvert 28 nouvelles lignes en seulement 2 ans. À ce rythme, Transavia est-elle l'avenir d'Air France en Europe? Pas si sûr. Regardez ce site internet qui affiche en temps réel les appareils en vol
pour chaque compagnie. Ce jour-là, 4 avions Transavia sont dans le ciel. Au même moment, une centaine pour EasyJet et au moins 120 pour Ryanair. Transavia n'en est qu'au balbutiement. La compagnie ne gagne pas encore d'argent. Elle a 10 ans de retard sur ce marché. Et voici pourquoi. 2 experts du transport aérien vont nous l'expliquer. Jean-Louis Barou, qui réunit chaque année tous les professionnels du secteur, et Jacques Sabourin, qui a dirigé l'Union des aéroports français pendant 30 ans. Au début des années 2000, de leur tour de contrôle, ils assistent à la montée en puissance du low-cost. À ce moment-là, Air France a d'autres priorités. Cultiver l'image d'une compagnie sûre, fusionner avec le néerlandais KLM et projeter ses avions dans le monde entier. C'est une réussite, mais en Europe, Air France n'a pas vu le low-cost décoller. L'entreprise d'Air France, qui est une très très grande maison, très grande et très belle maison, est composée de gens qui sont absolument fiers de leur savoir. Et étant fiers de leur savoir, ils n'acceptent pas qu'un autre système puisse arriver. C'était à l'époque, je ne sais pas faire, donc ça n'existe pas. Ils n'ont pas cru au low-cost au départ. Air France a une mentalité que son modèle est le meilleur. En conséquence, les autres évoluent. Et quand elle réagit, c'est toujours un peu tard. C'est toujours trop tard parce que les autres ont pris le marché. Il faudra attendre 2007 pour qu'elle lance Transavia en France. Et au-delà du retard, son développement est bridé. Sur ce document interne, les pilotes, qui voient d'un mauvais œil ces méthodes à bas coût, imposent une limite à Transavia. 14 avions, pas un de plus. C'est le gouvernement des soviets. N'importe qui, dans l'entreprise, peut se mêler de la stratégie. Mais on a tellement peur des pilotes. On a tellement peur qu'ils déclenchent un conflit social qu'on ne saurait pas maîtriser on les laisse faire, on les laisse dicter la stratégie de l'entreprise. Il y a quelques mois, au terme d'une très longue grève des pilotes d'Air France, nous allons lui démontrer que la mobilisation est forte, que vous êtes derrière nous et que ça ne s'arrêtera pas. La direction obtient l'autorisation des pilotes de faire voler 40 avions sur sa filiale low cost. Mais est-ce réellement suffisant pour assurer l'avenir d'Air France en Europe ? Dans l'état actuel des choses, Transavia ne peut pas être l'avenir de la France. Une low cost, il faut qu'elle ait 200 avions. C'est pas 30. La compagnie n'existera pas si elle ne maîtrise pas ce système. Puisque maintenant, c'est le modèle low cost qui a gagné. Voilà comment 2 compagnies cohabitent aujourd'hui sous le même toit. Il y a Transavia, embryonnaire, qui en Europe propose des billets 2 à 3 fois moins chers qu'Air France. Et puis, il y a la grande sœur, qui transporte des clients de toute l'Europe vers Paris, avec l'objectif de les emmener toujours à bord d'Air France vers 80 destinations à travers le monde. C'est ça le cœur d'activité d'Air France. L'objectif, c'est d'alimenter les gros avions qui font les lignes long courrier, parce que c'est sur ces longs courriers qu'Air France va gagner de l'argent. Sur ces lignes lucratives, Air France a longtemps bénéficié d'une image de chic à la française, de confort, de qualité. Air France domine-t-elle toujours la concurrence ? Que vaut-elle sur ce marché du haut de gamme ? Hervé est ingénieur dans l'industrie pétrolière. Pour affaires ou pour ses vacances, il fait une quinzaine de voyages par an, essentiellement en classe affaires. Il connaît les compagnies sur le bout des doigts et fait même partie d'une curieuse communauté surnommée les Flight Reporters. J'ai un vol à l'Italia qui est en Rome-Lagos. Ici, j'ai un Air France Paris-Lagos. Sur ce site internet, les membres racontent et photographient en détail leurs voyages sur différentes compagnies. Les sièges de l'avion, les plateaux repas et même la boucle de ceinture. Air France y est souvent critiqué. En cause, le confort en business class. Comme sur ce vol Paris-Montréal. Des morceaux de finition manquent à l'appel sur le siège devant moi. Pour découvrir la classe affaires d'Air France, Hervé accepte de filmer l'un des voyages qu'il fait souvent, du Nigeria à Paris.
Avant le décollage, Qu'est-ce que vous avez? Ouais, j'ai ce qu'il faut là. Alors, on a tout. Le Parisien, Le Mans, Le Figaro. l'accueil est chaleureux, mais rapidement Hervé déchante. Selon lui, un accessoire n'est pas à la hauteur. Vous voyez, c'est un casque qui est fort abîmé. Là, c'est la coque extérieure qui est abîmée. On a l'impression qu'ils ont 20 ans. Un casque en fin de course, Hervé y est habitué. Un champagne, monsieur? S'il vous plaît. Quand même, enfin. L'hôtesse sert maintenant aux clients le repas réalisé par un grand chef. Première déception, le foie gras sur la carte s'est transformé en poisson. Mais ce qui le gêne le plus, c'est la présentation. Alors, sur le plateau, il y a l'entrée. Vous avez le fromage. Vous avez du beurre. Vous avez le dessert. Mais en quoi ça fait pas business? Au niveau présentation, déjà, je trouve que c'est pas... visuellement, ça fait pas envie. Déjà. On vous apporte un petit plateau en plastique comme ça avec tout dessus, ça fait comme manger à la cantine. À force de voler sur les meilleures compagnies, il y a des détails qu'Hervé ne tolère plus. Ce beau fauteuil, par exemple, il semble confortable. Eh bien, pour lui, il présente un réel défaut. Là, il est en position maximale. Là. Regardez juste la ligne de la cabine, là, sur la coque, et vous voyez bien, ça monte comme ça. Vous êtes comme ça au début du vol, à la fin du vol, vous vous retrouvez comme ça. Ça glisse, c'est pas plat. C'est le fauteuil toboggan. C'est ça, l'effet toboggan. Ça, c'est un des critères qui rend Air France ringarde comparé aux compagnies asiatiques. Pour Hervé, le plus gros problème de la compagnie tricolore, ce n'est pas le matériel, c'est le service. Ce jour-là, l'hôtesse est attentionnée, souriante, plutôt décontractée, mais il n'a plus confiance. Chez Air France, c'est vraiment la loterie. Ça peut être très très bien, ça peut être le strict minimum. Et moi, ça m'est arrivé chez Air France de demander une boisson, je crois, à l'hôtesse. Et après 10 minutes, elle n'arrivait pas. Moi, je suis allé la voir et elle m'a dit qu'elle allait me servir quand elle avait fini de lire son Paris Match. Ça m'est déjà arrivé sur Air France. À lire les récits sur le site Flight Report, il n'est pas le seul à avoir entendu ce type de réponse. Dès que j'aurai fini mon magazine, je vous dresse le buffet. À 3 500 € le billet, près de 4 fois plus cher qu'en classe éco, Hervé revendique son exigence. Il est devenu intraitable. Il sait qu'aujourd'hui, d'autres compagnies lui offrent des prestations de plus en plus haut de gamme. Singapore Airlines, par exemple, une des premières compagnies à avoir bouleversé le marché de la business. Alain Stossel est un habitué. Il vit à Paris, mais travaille toute la semaine dans la finance à 12 heures de vol de chez lui, à Singapour. Il réserve toujours la même place. Chaque lundi matin commence par ce petit rituel. Mes petites habitudes, c'est de m'installer, sortir téléphone, portefeuille, passeport, ordinateur dans les compartiments sur le côté. Et donc je crée mon espace pour faire mon bureau pratiquement ici quand j'arrive. Merci. Voulez-vous vérifier vos poches? Fauteuil en cuir extra large, ambiance feutrée et Internet à 10 000 mètres d'altitude. Avec, tout au long du voyage, une hôtesse aux petits soins. Elle l'appelle à chaque fois par son nom. Monsieur Stossel, êtes-vous prêt? Ici, au moment du repas, il n'y a pas de plateau en plastique. C'est nappe blanche, vaisselle en porcelaine et pain au choix. Nous sommes au restaurant? Oui, nous sommes dans un restaurant. On va dire des petits détails, mais qui font qu'on a l'impression d'avoir une table normale, sans barquette, sans plateau, sans du pain presque frais, chaud. Ça, c'est ce que moi j'attends d'une classe business. J'ai toujours pas compris comment ils faisaient arriver à cuire des côtelettes d'agneau rosées. En avion. Alors que la plupart des avions, les viandes sont trop cuites. Ici, ils arrivent à faire des côtelettes d'agneau qui ne soient pas sèches et qui soient rosées. Avant, Alain Stossel voyageait sur Air France.
Mais pour le même prix, parfois même moins cher, il est conquis par cette compagnie. Il y trouve aussi un avantage considérable. Après une nuit de vol, il arrive reposé à sa première réunion. L'avantage d'avoir un lit qui est très grand et relativement large, donc de ne pas avoir l'impression de dormir dans un siège. On atterrit vers 7 heures et j'ai une journée de travail, donc avoir 8 heures de sommeil, c'est absolument important. C'est un critère de sélection de la compagnie pour vous, le fauteuil? Ah, c'est plus qu'un critère, c'est vraiment la partie la plus importante dans le jugement que j'ai sur une compagnie. Le fauteuil de cette classe affaires, ainsi que son service, sont devenus une référence. Pour obtenir un tel résultat, la compagnie impose à ses salariés un niveau d'exigence insoupçonné. À l'image de la ville-État de Singapour, ses œuvres architecturales, ses quartiers d'affaires, la compagnie s'est développée très rapidement. Avant de pouvoir travailler à bord des avions, les nouvelles recrues doivent suivre 3 mois et demi de formation, l'une des plus longues du transport aérien. L'entreprise contrôle particulièrement ses hôtesses, et cela va bien au-delà du costume. Il faut que tu mettes moins de blush. Je pense que tu en mets trop. La chef maquilleuse vérifie le moindre cil de ses apprenties hôtesses. Qu'est-ce que vous faites? Je corrige son eyeliner parce que les Asiatiques ont des petits yeux. Et le eyeliner doit donner l'impression que les yeux sont plus grands. Regard lumineux, maquillage parfait, chaque Singapore Girls, comme elle se surnomme, doit respecter les couleurs imposées par la formatrice. Pour la coiffure, tout est standardisé, jusqu'à mesurer la taille du chignon. Ok, 7 cm et demi, c'est un peu gros. Tu dois couper tes cheveux. Le bon diamètre est entre 6,5 et 7 cm. Nous sommes stricts parce que les passagers les voient à 360 degrés. Chaque hôtesse achète son propre matériel, à ses frais, et prend sur son temps personnel pour se préparer. Quand elles débutent, elles mettent 2-3 heures. Ensuite, c'est 45 minutes à 1 heure. Malgré ce haut niveau de raffinement, elles ne pourront pas servir en business. Pas tout de suite. Elles devront faire leurs preuves pendant 1 an et demi en classe éco. Ensuite, nouvelle formation, encore plus pointue. 2 étages plus bas, une vingtaine d'hôtesses et stewards passent justement le test pour travailler en classe affaires. Pour être au plus près de la réalité, la compagnie a fabriqué la réplique d'un avion. Mademoiselle Kadiva, vous voulez un apéritif? Regard aiguisé, Madame Fu, l'examinatrice, veille au standing de la compagnie. Vous préférez du jus de pomme ou de la limonade? Elle impose une curieuse posture à ses élèves. Position qui nous a déjà intrigués en vol et qui semble être une charte de Singapore Airlines. Elle ferait passer un message subliminal aux clients. Quand un passager est mécontent, si je suis debout, je lui fais passer le message que c'est moi qui commande. Alors que là, je lui dis non, non, c'est vous qui contrôlez la situation. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. C'est psychologique. Consciencieuse, l'hôtesse vérifie la propreté du verre. Mais elle va commettre 2 erreurs, 2 détails qui n'échappent pas à Madame Fu. Sur le placement du beurre, tu peux mieux faire. Ah oui, d'accord. Un peu plus en avant, ce sera plus joli. Tu peux le rapprocher un peu plus bas. Voilà. Une autre chose, à côté du verre à eau, il y a une tache. Oui, mais en fait, elle est accrochée à la nappe. Ah, dans ce cas, il faut changer la nappe. Maintenant? Non, non, mais pense-y la prochaine fois. Cette hôtesse pourra servir en business, mais dans 4 mois, elle subira un nouveau contrôle. Surprise cette fois-ci. Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific,
D'autres compagnies asiatiques ou moyen-orientales ont développé des prestations de haut vol. Une surenchère qu'Air France a du mal à suivre. Depuis 2008, très endettée, elle enchaîne les pertes et a dû supprimer des milliers d'emplois. Difficile d'investir, sans compter que toutes ces compagnies n'ont pas le même droit du travail, ni les mêmes coûts. Il est clair que les compagnies du Golfe emploient au sol du personnel qui est du personnel pakistanais, indien, philippin, etc., ou sri-lankais, qui coûte infiniment moins cher que ce que nous coûte Air France. Et il est clair qu'en France en particulier, le transport aérien français est pénalisé par un niveau de charge qui est supérieur à celui qu'ont les concurrents, même européens. Air France essaye maintenant de riposter au niveau de ses moyens financiers. C'est dans ce hangar, à Orly, que se joue l'avenir de la classe affaires d'Air France. Celle qui en a la responsabilité, c'est Marine Gall. C'est la nouvelle configuration, c'est face à face maintenant sur Air France. On n'est pas encore là, non. 44 Boeing comme celui-ci à rénover. Une tâche immense. Elle vient vérifier chaque appareil avec le chef du chantier. Il vous reste combien de jours de chantier là? Aujourd'hui, on est à la moitié du chantier. Donc le chantier, c'est un chantier en 4 semaines. Dans ces fauteuils, le client devra se sentir comme dans son salon. Mais le prix n'a rien à voir avec celui d'un canapé. C'est 55 000 €, juste un fauteuil. Et puis il faut rajouter le divertissement, l'écran de divertissement, la télécommande, plus les meubles qui aménagent et qui font en sorte que l'ensemble de la cabine est terminé, je dirais. Il faut compter environ 100 000 € par fauteuil. Pour l'instant, faute de budget, seule la moitié de la flotte long courrier sera rénovée. Il y en a pour 200 millions d'euros. À titre de comparaison, c'est la moitié du coût de la grève des pilotes. Bien, bienvenue à bord. À l'intérieur, tout est encore en chantier. Donc voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc on est en train d'installer les sièges. Il y a un détail dont Marine Gall est particulièrement fière. Désormais, comme chez les concurrentes, les sièges de la classe affaires se transforment en lits. Ça prend plus de place. Alors, pour en mettre le maximum, elle fait preuve d'imagination. Comme vous pouvez le remarquer, on a installé ces fauteuils en épi. Alors, c'est pas simplement pour avoir une plus belle vue quand on est dans côté fenêtre, côté hublot, mais c'est aussi pour nous une façon d'augmenter le nombre de sièges dans cette cabine business. L'enjeu est très important. Et donc là, on voit bien que quand un fauteuil s'allonge complètement comme un lit, ça prend plus de place. Et donc ce fauteuil, pour qu'il s'allonge comme un lit, on a été chercher de la place dans la console du fauteuil qui est devant. Et donc le lit se transforme en lit, et les jambes du client qui sont là, du voyageur qui sont là, viennent carrément à la hauteur du voyageur qui est devant. Chaque fauteuil rapporte 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. La business class, c'est ce qui rapporte le plus. La cabine business pour une compagnie aérienne, c'est la cabine la plus rentable. C'est à peu près un peu plus de 10% des fauteuils pour 30% du chiffre d'affaires sur Air France sur le long courrier. Reconquérir cette clientèle est donc stratégique. 2 ans de chantier en perspective. Pour cet avion, voici le résultat. Sur cet autre appareil qui attend ses passagers à Roissy, cela fait quelques semaines que la nouvelle cabine est installée. Un capitonnage qui donne un effet tête de lit, un casque, un grand écran, une télécommande tactile inspirée des smartphones. Le fauteuil en tissu n'est pas très large, mais avec 2 mètres de long, on peut dormir totalement allongé. Ça sent le neuf, mais il reste quelques réglages à faire. Dans quelques minutes, l'avion partira pour Tokyo. Il est 35. 47, 43. Allez, 43. Ça marche. Avec une pointe de fierté, ce chef de cabine et son équipage découvrent leur nouvel espace de travail. On a une véritable impression de luxe. D'une part, comme vous pouvez le constater, vous avez un accès sur l'allée pour tous les sièges, ce qui n'était pas le cas précédemment. L'enjeu est crucial pour Air France, même si hôtesses et stewards cherchent encore leur marque. Mademoiselle va tenter de retirer. Je pense que ça, il faut le faire pivoter sur l'arrière, voilà, comme ça. Je le retire comme ça.
Et vous avez donc toujours accès à cet écran. Alors, ça doit être ici que je pense, voilà. Face aux nouvelles concurrentes, c'est toute une compagnie qui cherche ses repères. Elle veut redevenir une référence du chic et du bon goût à la française. Pour y arriver, Air France se lancera un nouveau défi à la fin de l'année, former ses équipages aux nouvelles exigences de la classe affaires. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Françoise. Alors on va revenir sur la classe affaires, mais concernant le low cost, on voit bien qu'en regardant votre enquête, que Air France a beaucoup de mal à se battre sur ce créneau. Alors pourquoi se positionner justement? Parce que c'est essentiel. En résumé, il n'y a quasiment plus que ça qui marche dans l'aérien en France et en Europe. En France, pour vous donner une idée, une proportion, on est passé de 15% de part de marché pour le low cost il y a 5 ans à environ 30% aujourd'hui. Donc c'est un effet raz-de-marée qui est absolument incroyable. En Europe, des estimations se projettent à 60% de part de marché pour le low cost d'ici quelques années. Donc Transavia, c'est une nécessité pour capter cette clientèle qui veut des prix bas pour Air France, mais c'est aussi une nécessité stratégique parce que les compagnies aériennes low cost prennent des clients à Air France. Air France doit fermer certaines lignes. Quand elle ferme des lignes, elle doit rendre les créneaux horaires, les autorisations de décollage et d'atterrissage qui vont avec ces vols. Et ce sont souvent les low cost qui les récupèrent et qui prennent à nouveau des clients. Donc Air France se lance dans Transavia aussi pour protéger son territoire, le cœur du réacteur, qui est l'avion Air France. Alors Air France se bat aussi dans le haut de gamme, on le voit dans votre reportage, mais là elle affronte les compagnies asiatiques, les compagnies du Golfe. C'est difficile là aussi de remporter la bataille? Oui, c'est très difficile et Air France essaye de se battre aussi et accuse les compagnies moyen-orientales, les compagnies du Golfe, d'être subventionnées par leurs États. Ça n'a encore jamais été réellement prouvé, mais c'est une accusation. Il y a une réalité, c'est que l'environnement social et juridique est beaucoup plus favorable pour ces compagnies-là. Les charges sont moins élevées, les salaires également. Et puis je vais vous donner l'exemple de Qatar Airways. Un syndicat reproche à Qatar Airways d'avoir un règlement intérieur qui oblige les hôtesses à demander l'autorisation pour se marier et qui a imposé une clause qui est de ne pas tomber enceinte. Sinon, c'est une rupture de contrat. Chez Singapore Airlines, que vous voyez dans le reportage, les hôtesses, elles sont embauchées avec un contrat de 5 ans, renouvelable. Mais c'est un contrat de 5 ans. Chez Air France, ce sont des contrats à durée indéterminée. Donc il y a ce contexte-là. Air France essaye de trouver des solutions pour exister malgré tout, dans le haut de gamme, dans le luxe. Il semble que la rénovation des cabines commence à porter ses fruits. Les clients seraient assez satisfaits. Dernière petite question, petite curiosité. Pourquoi de plus en plus d'avions d'Air France abordent le logo HOP? HOP, c'est une marque exclusivement pour le territoire français, pour le marché intérieur. Les avions ne passent pas les frontières. Il y a 130 lignes de Paris à la province ou alors d'aéroport de province à province. C'est parce que là aussi, Air France est concurrencée par les compagnies low cost, par le TGV, par le covoiturage. Et donc, ils ont inventé cette marque pour donner une image de facilité et de dynamisme et aussi avec des prix plus bas, 49 € pour 10% des sièges. Mais après, ce sont des prix normaux, ça monte jusqu'à 300 € par exemple pour un Paris-Nice. Merci Guillaume pour toutes ces précisions. Merci.